On va commencer tout de suite avec un petit tour d'horizon de l'invasion pétrolière gazière en Gaspésie. On voulait commencer par vous présenter une carte des claims de la Gaspésie. Donc les claims, c'est les permis de recherche d'exploration qui sont octroyés à l'industrie pour faire de la recherche d'hydrocarbures. On voit là, que la grande majorité du territoire est sous permis de recherche. Principalement deux compagnies qui se partagent le territoire en Gaspésie. Petrolia qui a été ravalée par Pieridé, la gazière albertaine, durant l'automne. Puis l'autre compagnie d'importance, c'est Junex. En fait, ce qu'il faut noter là, comme différence sur la carte, c'est une carte qui date de 2014. Il y a seulement la bande orange là, en haut qui a été abandonnée par Junex. Là, tout le reste est encore claimé dans cet ordre-là. On peut continuer. Donc, on voulait vous présenter les trois principaux projets en cours en Gaspésie. C'est sûr qu'il y a d'autres petits projets, là, mais ce qui est le plus avancé, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, le projet GALT de Junex, c'est situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Gaspé sur la route vers Murdoch. C'est un projet de 6 forages, dont le GALT 4, là, qui est un puits qui a produit en fait 18 000 barils à ce jour, ce qui est une production historique là, au Québec. Un très bon rendement. Ce qu'on peut voir sur la carte, c'est la proximité avec les cours d'eau. Il y a des affluents de la Petite Fourche qui sont vraiment tout près des puits là, 4, 5, 6. Le 6 qui n'a d'ailleurs pas été foré, là, mais qui était dans les projets. Puis, ces affluents-là vont se jeter dans la Petite Fourche, puis ensuite aller rejoindre la rivière York, qui, elle, se jette dans la baie de Gaspé. Donc, on voit tout le lien là, avec les bassins versants, puis le risque là, de contamination des eaux de surface en cas de forage. Dans l'étude hydrogéologique sur GALT 6, ils disent que, advenant un déversement en surface, les risques de contamination étaient élevés pour les eaux de surface. Puis malgré ça, malgré le fait que c'est à 150 mètres de l'affluent le plus proche, ils ont quand même émis le permis. Puis il y a des gens, dont nous, qui buvons l'eau de la rivière Petite Fourche qui est en aval de ce forage-là. Puis on s'en doutera, les règlements en place ne nous donnent aucune protection par rapport à notre eau potable dans ce contexte-là. Peut-être juste pour finir, vous voyez là, c'est un projet qui est excentré de la ville, là, une vingtaine de kilomètres, il n'y a pas beaucoup de résidents autour, là, quelques chalets, une personne, deux qui vivent là à l'année, justement certaines qui prennent leur eau potable directement dans la rivière, mais c'est pas un gros bassin de population, donc il n'y a pas un très gros bassin d'opposants à ce projet-là en particulier. L'autre projet d'importance, c'est le projet Bourque, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Murdoch, donc aussi situé en plein bois, très peu de résidents là, à proximité. C'est un projet qui suscitait vraiment beaucoup d'espoir chez les élus municipaux, la Chambre de commerce de Gaspé, parce que c'était associé à la construction d'une usine de liquéfaction dans la baie de Gaspé, donc une usine flottante là, qui aurait permis l'exportation du gaz, principalement sur les marchés européens. Depuis le rachat de Petrolia par Pieridé, on n'entend plus parler de ce projet-là. Entre autres, le dernier rapport de Sproul indique que les réserves en gaz seraient peut-être moins importantes que ce qui avait été évalué au départ. On parle plutôt d'un potentiel de pétrole. Donc, l'usine de liquéfaction de gaz naturel devient un peu désuète. C'est un projet qui semble tomber à l'eau. On se dirige plutôt vers un projet, en fait, Pieridé, investi dans un projet en Nouvelle-Écosse, le projet Goldboro, qui est un terminal de stockage d'exportation aussi de gaz. Puis, ça va permettre de remettre en marché cette ressource-là, la ressource de bois. Peut-être que vous voulez rajouter d'autres choses là-dessus? On va revenir sur le Moi, c'est ça, parce qu'après, on y revient. Puis finalement, le dernier projet, mais non le moindre, c'est définitivement le projet le plus controversé en ce moment en Gaspésie. C'est le projet Aldiman, toujours de Pieridé / Petrolia. On voit que c'est très près des résidences, c'est en plein quartier résidentiel, 350 mètres de la maison la plus proche, donc du puits d'eau potable. C'est des distances moins de 2 km de la baie de Gaspé, moins de 4 km de la ville de Gaspé. Donc, vous pouvez imaginer là, toutes les nuisances pour les citoyens, pour les résidents qui vivent à proximité. Les élus municipaux se sont aussi positionnés contre ce projet-là. Principalement parce que c'est en milieu résidentiel, pour les risques pour les citoyens. Puis, probablement aussi à cause de l'acceptabilité sociale qui était pas au rendez-vous. Ils ont demandé un BAP qui est toujours pas au programme pour Aldiman. Petit tableau, on va passer rapidement là-dessus. C'est juste pour remettre en perspective
Quand on entend parler de souveraineté énergétique, d'autonomie énergétique, on nous rabat souvent les oreilles avec l'importance de produire notre combustible ici puisqu'on en consomme, l'importance de sortir le pétrole d'ici. Mais quand on regarde les estimations de l'industrie, si on exploite les 3 gisements de la Gaspésie, selon les estimations qui nous sont fournies, on obtient seulement 45 jours de consommation au Québec. Donc, c'est investir beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, prendre beaucoup de risques pour finalement avoir 45 jours d'autonomie. C'est peut-être pas tout à fait ce qu'on nous avait vendu comme autonomie. Oui, c'est 45 jours d'autonomie par année? Non, non, non. À vie, là, ça se renouvelle pas, ça. Là. Une fois que c'est sorti, c'est fini. Là. Fait que 45 jours à vie pour exploiter ces 3 gisements-là, avec tous les risques que ça comporte. Par exemple, la bourre qu'on pense sortir, les estimations officielles qui ont été données par Sproul, c'est 2,2 millions de barils de ressources contingentes. Ça, c'est ce qu'il y a de plus proche de ce qu'on va réussir à sortir, 2,2 millions de barils de ressources contingentes. Ça vaut à 400 000 barils par jour au Québec, c'est 5 jours et demi de consommation. Là. Fait que dans toute bourre, il y a 5 jours et demi de consommation pour le Québec. Parce qu'on parle beaucoup des risques pour la contamination de l'eau, mais il y a aussi des risques associés à la qualité de l'air. L'industrie des gaz de schiste, c'est une industrie qui est éphémère, donc qui s'installe pour quelques mois, quelques années dans une région. Ça va évidemment pas se brancher sur le réseau électrique. Donc, on a besoin d'une énergie de pointe comme en fait, la génératrice au mazout, au diesel. Ça génère en fait cette combustion-là beaucoup de COV, là, les composés organiques volatiles, donc une détérioration de la qualité de l'air aux abords de ces sites-là. En plus du fait que, pour effectuer une fracturation, on a besoin de 300 à 1000 camions-citernes d'eau et de transport de produits chimiques. Donc, c'est beaucoup de camionnage lourd. Ça aussi, ça augmente là, les problèmes de qualité de l'air. Puis bon, on sait maintenant que l'exposition au COV, au HAP, là, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, c'est en lien avec des problèmes de santé comme l'asthme, entre autres, les problèmes respiratoires, parce que c'est des microparticules qui vont se loger vraiment profondément dans les poumons, dans les alvéoles, qui vont perturber les échanges gazeux. Même que récemment, on a découvert que chez les enfants, les microparticules vont arriver à traverser la barrière perméable du cerveau, puis avoir une influence sur le neurodéveloppement. On parle de troubles d'apprentissage, de concentration, de problèmes d'attention. Donc, c'est des impacts qui sont vraiment importants aussi au niveau de la qualité de l'air. En plus du fait que, bon, il y a toutes les nuisances associées au bruit, associées à la vibration. Bon, c'est sûr que quand c'est des forages qui sont effectués en forêt, on peut dire que ça peut déranger moins de gens, mais il y a aussi des travailleurs qui sont là, qui vont vivre ces impacts-là quotidiennement. Puis, je terminerai avec un impact sur la santé. Il y a beaucoup de recherches là, qui sortent dans les dernières années sur les risques associés à la santé humaine. Il y a une étude de l'Université de Montréal, des chercheurs de l'Université de Montréal qui ont été voir les effets, en fait, de la fracturation sur la santé des femmes enceintes en Colombie-Britannique, où il y a eu beaucoup de fracturations dans les dernières années. Ils se sont rendus compte que les femmes enceintes qui vivent dans un rayon d'1 kilomètre d'un forage, en fait, de fracturation, ont des taux d'acide muconique 3,5 fois plus élevés que la moyenne, en fait, que la norme canadienne. L'acide muconique, c'est un produit de dégradation du benzène, donc c'est comme un biomarqueur, là, quand on a des taux d'acide muconique très élevés, c'est qu'on peut faire une corrélation, on peut voir qu'il y a eu une exposition importante au benzène. Puis, ce que ça a comme impact sur la santé, c'est, entre autres, bébés de plus petit poids associés à des taux de mortalité plus importants. On parle d'un risque accru de leucémie chez les enfants, puis aussi de malformations congénitales importantes, là, principalement au niveau du tube neuronal, donc comme des spina bifida, là, mais des malformations qui sont assez handicapantes, en fait, là, pour la suite. Fait que, on pourrait en parler longtemps des risques pour la santé. Là. On fait des présentations juste là-dessus. Fait qu'il y a beaucoup à dire, mais on va s'arrêter là pour le moment. On parle beaucoup ces temps-ci de conversion du camionnage vers le gaz naturel. C'est vraiment une des offensives de Gaz Métro en ce moment. On parlait tout à l'heure de la région de Montmagny. On tente d'élargir le réseau de distribution. On veut augmenter le nombre de canalisations pour essayer d'avoir plus de régions qui peuvent s'approvisionner en gaz naturel, donc pour les industries, mais bon aussi pour le camionnage.
On a parlé tantôt un peu de Montmagny, mais ce qui est important de savoir, c'est que ça se concentre beaucoup dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Il y a des projets d'agrandissement vers Montmagny, il y a eu dernièrement des projets d'agrandissement vers Thetford Mines, puis il y a aussi des projets d'agrandissement avec Intragaz, la filiale de Gaz Métro, pour connecter les puits de la région de Lobinière jusqu'au au stockage à Saint-Flavien. Donc à Saint-Flavien, des anciens réservoirs de gaz naturel qui pourront être utilisés éventuellement pour stocker le gaz de schiste qui va être extrait là, dans la région de Lobinière-Bécancour. Donc c'est pas mal ce qui se passe en ce moment avec Gaz Métro Énergir. Ils sont vraiment actifs là, ces temps-ci dans la plupart des municipalités. Il y a beaucoup de lobbyistes qui se fait. Municipalités, les chambres des commerces, les industries. On tente de convaincre, comme Marc le disait tantôt, qu'on a besoin d'une énergie de pointe pour une industrie là, plus particulière. Mais finalement, on se rend compte que, entre autres, à Thetford Mines, il y a des hôpitaux qui ont fait la conversion, mais pour du chauffage, alors qu'ils auraient pu utiliser l'hydroélectricité qui a un bilan beaucoup plus intéressant en termes de GES. Pour bénéficier en fait des subventions du Fonds vert, il faut être un gros émetteur puis réussir à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on pourrait penser qu'un fonds vert irait spontanément investir dans le transport en commun, vers des pistes cyclables, de l'agriculture durable. Ça n'a rien à voir. On va viser directement les gros pollueurs pour les aider à améliorer leur bilan. On peut penser, entre autres, le Fonds vert va financer ArcelorMittal à hauteur de 4,5 millions pour une conversion du mazout au gaz naturel. Il y a eu des projets de capture, de stockage de carbone là, qui ont reçu 5 millions du Fonds vert. Entre autres, Gaz Métro, Énergir a reçu une quinzaine de millions pour élargir le réseau de distribution, là, pour agrandir les canalisations. On peut penser aussi, le Fonds vert a subventionné l'industrie de l'aviation, une industrie qui est extrêmement polluante. On sait que l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, s'il était considéré comme un pays, ce serait le 7e pays le plus grand émetteur de GES au monde. Donc c'est quand même un gros morceau en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Puis ben, le Fonds vert a servi à financer Bombardier, en fait la C-Series de Bombardier. Vous vous rappelez qu'on on vante beaucoup là, les mérites de la C-Series comme étant un avion ultra performant, beaucoup moins polluant, en fait le moins polluant de sa catégorie. Sauf qu'il faut se rappeler que le C-Series c'est un avion qui fait du vol intérieur, là, des vols assez courts, donc qui est directement en compétition avec le train, avec l'autobus. Donc même un avion extrêmement performant et très peu polluant ne pourra pas arriver à un bilan aussi intéressant en termes de GES qu'un autobus, qu'un train. Donc, on est en train d'utiliser notre fonds vert pour financer des initiatives qui n'ont en fait rien de vert, ça a juste le nom.